up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bien, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, bien c'est sûr que la conversation va vous inspirer, va vous faire du bien. J'ai une invitée super spéciale, inspirante, awesome. Avec moi aujourd'hui, Sophie, bienvenue sur le podcast. J'aime ça qu'on dise que je suis awesome. C'est la première fois qu'on me qualifie comme ça, mais j'espère que c'est pas la dernière. Je trouve ça vraiment le fun. Ça fait partie de mon brand, tu sais, on s'entend, là, c'est une conversation awesome avec Karmakin. Moi, j'invite que des invités awesome. Donc, c'est vraiment la vibe positive, inspirante, spectaculaire, géniale que j'aime mettre de l'avant. J'assume puis j'adopte. Génial. Donc, Sophie, tu es conférencière, animatrice, consultante en communication, innovation. Ouais. Tu as écrit des livres, cofondatrice de La Ruche, que beaucoup de gens connaissent aussi. Je veux dire, la liste est longue. Moi, je t'ai découvert lors du congrès de la santé intégrative qui a eu lieu à la fin janvier à Saint-Hyacinthe, qui était, mon Dieu, un événement... spectaculaire, hein? C'était beau. C'était vraiment quelque chose. On dirait qu'on avait l'impression de partir un mouvement là, global. J'ai des frissons à y penser, de rassembler autant de professionnels de la santé, des gens qui ont des histoires inspirantes pour tout travailler ensemble, en fait, pour aider les gens à aller mieux, tu sais, à améliorer la santé globale de la population. Donc, c'est ça, c'est là que j'ai découvert. J'ai capoté sur ta conférence, vraiment, là, go with the flow, comme tu l'as dit tantôt, one woman show avant qu'on pèse sur enregistrer, pas de PowerPoint, je parle dans mon histoire, super dynamique, captivante. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça inviter Sophie sur le podcast. Fait que merci encore d'avoir accepté mon invitation. Ben moi, je dis oui à ces belles connexions-là. Puis c'est vrai, tu sais, pour revenir sur cet événement-là, t'as raison, t'as mis les mots là-dessus. On avait l'impression de prendre part à un mouvement qui allait changer les choses. Mm-hmm. Puis ce sommet-là de 2 jours, puis il regroupait autant la population, donc des curieux, mais autant de professionnels de la santé, autant de thérapeutes. Puis moi, ce qui vraiment me touchait, c'est que tout le monde regardait dans cette même direction-là, puis tout le monde avait mis son ego de côté. Tout le monde n'était pas là pour son carnet nécessairement professionnel, était là comme en tant qu'humain pour faire évoluer l'humain. Puis en tout cas, parenthèse, c'était magnifique. Contente, puis on a rencontré des belles perles là aussi. Oui, absolument. Et toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais là, sur le stage, à faire une conférence? Et là, on va rentrer dans ton histoire, évidemment. C'est sûr, mais... Moi, je fais des conférences, en fait, depuis 2016, mais sur plein d'autres sujets, comme tu as nommé d'entrée de jeu, plus professionnellement, sur le leadership conscient, sur le voyage en famille, parce que dans mon histoire, il y a vraiment une grosse portion aussi de voyage en famille, parce que parallèlement, c'est moi qui ai créé le site de référence pour parents voyageurs, Baby Jetlag, qui s'en est suivi le livre, le guide des parents voyageurs. Mais j'étais pas là pour parler de ça. Moi, j'étais là, en fait, pour parler de mon histoire, parce que chaque histoire est unique, ceci est la mienne. Puis, mon espèce d'éveil à ce désir-là d'aider les gens à réaliser leur rêve de santé, en fait, tout part de mon histoire personnelle, parce que en décembre 2020, j'ai découvert, mais vraiment de façon fortuite, là, sans aucun, tu sais, on dit souvent antécédents familiaux, ou symptômes. Moi, j'étais une fille en santé que je considérais, en fait, que j'avais l'impression d'avoir une santé presque parfaite, en fait. J'étais vraiment en pleine forme et en pandémie, ce 4 décembre 2020, on m'a découvert une tumeur hautement agressive, cachée, en fait, derrière mon mamelon de mon sein droit. Donc, vraiment une tumeur qui était impalpable. Puis, c'est vraiment le fruit, en fait, d'une découverte qui a été suggérée par
une médecin que j'allais voir pour un examen de routine, donc précisément ma gynécologue, qui a eu tout simplement le réflexe de me dire quand j'étais sur le bord de la porte, « Hey, c'est vrai, puis à part ça, comment ça va? » Puis moi, de lui répondre, « Ben écoute, comment je peux bien dire ça? Tu sais, j'ai comme 2 enfants, lâchez Louise dans ma maison en pleine pandémie. Et le seul endroit où je peux faire des appels conférences, c'est dans un garde-robe. » Et là, pendant que je dis ça, je me tâte la clavicule par réflexe, en fait, juste pour démontrer, en fait, la position très peu ergonomique où j'étais lorsque je parlais dans un garde-robe, vraiment pour essayer de me rescaper de mes enfants. Mm-hmm. Et elle a eu justement ce réflexe-là de faire « Hey, c'est vrai, je t'ai jamais examiné des seins. » Puis moi, comme tu as pu te rendre compte et comme peut-être les gens peuvent entendre, j'aime les gens. J'aime communiquer. J'aime ça, cette connexion humaine. Puis durant la pandémie, je trouvais ça quand même très difficile d'être isolée. Et ben, j'ai profité de ce moment, en fait, pour passer à travers tous mes examens médicaux parce que les seuls humains qu'on pouvait voir dans ce temps-là, légalement, c'était les professionnels de la santé et tout ça. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassée à elle. Puis elle-même, vraiment, elle a cette profonde conviction-là que le dépistage doit se faire plus jeune que 50 ans. Parce qu'au Québec, en fait, malheureusement, bien qu'il y ait de la pression pour que ça change, c'est toujours les programmes nationaux de dépistage sont à partir de 50 ans dans le cadre du cancer du sein. Et moi, dans mon cas, j'avais 38 ans. Donc, beaucoup plus jeune, même ne serait-ce que la limite, en fait, le début du dépistage dans d'autres provinces canadiennes ou aux États-Unis, qui est beaucoup plus autour de l'âge de 40 ans. Des fois, c'est 45, mais plus autour de l'âge de 40 ans. Donc, même, moi, je ne correspondais à aucun critère, mais elle a eu cet instinct-là, cette petite voix-là qui lui disait, ben, t'aimes ça te promener? Ça te tente de te faire 2 nouveaux amis, un radiologue? Tant qu'à y être, tu sais. Tant qu'à y être. Veux-tu y aller comme ça? Tu as les seins denses, comme beaucoup de femmes en bas, dans le fond, de 50 ans. Tu sais, parce que lorsqu'on est jeune, nos seins sont généralement ont tendance à être plus denses. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit moins bien en mammo, entre autres. Puis même de façon palpable, on a des fois plus de stock là-dedans. Donc, elle m'a envoyé faire ça. Puis c'est comme ça qu'on l'a découvert, en fait, ce diagnostic-là. C'est fou, hein? C'était quoi ta réaction quand tu as su le diagnostic? Ben, en fait, pour moi, ça a été le diagnostic a été le jour 1, en fait, de cette quête, de cette prise en charge-là de mon côté. Mais juste avant ça, il y a eu 2 semaines de pré-diagnostic où là, ma vraie réaction, dans le fond, où est-ce que je suis tombée, entre guillemets, sous enquête, dans le fond, pour être en mesure de me donner mon vrai diagnostic, ça a été vraiment l'enfer. Donc, ça a été 2 semaines où j'étais pétrifiée comme une biche sur le bord de l'autoroute, là. Mm-hmm. C'était vraiment, vraiment ça. Puis ça, j'ai beaucoup de compassion, puis beaucoup, en fait, ça vient vraiment me chercher, cette période-là, dans le fond, de pré-diagnostic, parce que même, ne serait-ce qu'au Québec, les femmes peuvent attendre jusqu'à 17 semaines avant d'avoir leur résultat. Ou en fait, avant d'avoir vraiment un diagnostic. Donc, moi, en 2 semaines, ça m'a paru comme 2 ans, mais c'était beaucoup cette réaction-là d'être vraiment pétrifiée. Mm-hmm. Mais aussi, mon premier réflexe dans cette période-là a été vraiment de m'entourer. Donc, j'ai vraiment... Comme en affaires, hein? En affaires, là, le premier réflexe, c'est de s'entourer lorsqu'on n'a pas nécessairement les compétences pour pousser notre organisation plus loin, que ce soit en bâtissant une équipe ou en allant chercher des ressources externes. Puis moi, lorsque j'ai eu justement où est-ce que le radiologue m'a tendu justement ce CD-là 2 semaines avant en me disant, vous êtes jeune, vous allez vous en sortir. Mais vous en sortir de quoi? En 30 secondes et quart, OK? Ben là, je savais que j'avais pas de renseignements qui m'ont été offerts, en fait, par la clinique où j'étais. Clairement que le radiologue avait clairement d'autres choses à faire parce qu'il a été très expéditif. Ces mots-là sont les vrais. Vous êtes jeune, vous allez vous en sortir. Mais vous en sortir de quoi? C'est ça. Méchante claque d'en face, puis après ça, tu tombes dans l'inconnu, dans l'incertitude. Dans l'inconnu. Pendant... Mais non, c'est ça. Puis non, moi, je me suis assise dans mon véhicule un vendredi à 10h pas 10h, il est 11h30 à peu près, juste avant le lunch.
Puis j'étais pétrifiée, puis je savais pas nécessairement quoi faire, mais j'ai ce réflexe-là de m'entourer de femmes, en fait, qui ont passé à travers ce parcours-là, que je me suis souvenue au fil des années, et tout ça, de conversation, puis je les ai textés, je leur ai écrit sur Facebook pour qu'ils me contactent, puis en dedans de quelques minutes, ils me rappelaient tous. C'est là qu'on voit la puissance de cette sororité-là qui est incroyable, puis ça a été mon premier cadeau, c'est là que je l'ai eu, hein, puis on en reviendra au cadeau, mais ça a été là mon premier cadeau. Mais par la suite, lorsque le diagnostic a été confirmé, donc là, je fais fast-forward, dans le fond, 2 semaines plus tard, donc pour répondre à ta question, je me suis pas posé la question nécessairement « pourquoi moi ?» mais je me suis plutôt posé la question « mais qu'est-ce que je peux faire avec ça à partir de maintenant? » Puis, je dis pas que ça a été une partie de plaisir, puis je dis pas du tout que je suis sortie de là avec une envie de conquérir le monde et tout ça. Mais moi, je savais très bien que ce 4 décembre 2020-là, lorsqu'on m'a donné ce diagnostic, je voulais pas en tout survivre. Zéro. Moi, je voulais vivre, puis bien vivre. Puis passer à travers ce parcours-là que je savais qu'il allait pas être agréable, avec bonheur, douceur et vitalité. Puis rapidement, j'ai compris que j'allais pas nécessairement avoir toutes les ressources dans ce cabinet-là du médecin. Ouais. Et si je voulais atteindre mon objectif, soit celui, en fait, de passer à travers avec peu ou pas d'effets secondaires et de séquelles, parce que moi, je veux vivre comme une vieille dame de 103 ans bien plissée, là. Mais moi, je veux vivre longtemps, là. Et il fallait que je mise sur mon propre pouvoir d'agir, puis que je reprenne un pouvoir qu'on venait en fait de m'enlever. Parce que lorsqu'on donne un diagnostic, on rentre dans une machine où est-ce que on dit qu'est-ce que tu as, on suggère de pas trop poser de questions parce qu'on n'a pas tant le temps. Je suis partie bredouille avec quelques dépliants, dont celui comment annoncer un diagnostic de cancer à ses enfants. Mais il n'avait pas grand-chose là. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Puis, ben, un élément déclencheur, entre autres, je me souviens, on avait listé tous les effets secondaires possibles, ben pas tout, mais une bonne partie des effets secondaires majeurs des traitements, en fait, qui m'étaient proposés. Puis, c'est sûr que moi, j'étais jeune, puis c'était très agressif, c'était un grade 3, donc c'est vraiment comme ce qu'il y a de plus agressif. Puis, il était HER2 aussi, qui est vraiment aussi un type qui a tendance aussi à ne pas laisser nécessairement sa place. Donc, faire de la chimiothérapie était dans mon cas, faisait partie du protocole de base, puis je peux pas m'en sauver. En fait, j'aime pas dire que je peux pas m'en sauver parce qu'on a tous le choix d'accepter ou pas un traitement, tu sais. Mais ça reste quand même que ça faisait partie de la base. Et moi, j'en arrivais pas à accepter comment, en fait, mon cerveau ne comprenait pas comment d'ingérer quelque chose allait me rendre malade parce que moi, dans mon corps, je me sentais pas malade. C'est ça qui est bizarre. Donc, c'est ça qui est bizarre. Comment, en fait, les traitements allaient me rendre malade? Puis je me sentais pas malade par cette maladie-là qui, à mon sens, était tellement abstraite. Moi, je me souviens même d'avoir répondu à la médecin, mais coupez-moi ces 2 seins-là puis qu'on en finisse. Hein? Ça, moi, il n'y a pas de problème. Chose, puis Chop, 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 chop. Chop, chop, c'est réglé. Chop, chop. Puis, je comprenais pas que la chimiothérapie pouvait servir, en fait, à attaquer une cellule baladeuse. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, mais c'est comme attaquer une mouche avec un bazooka sans savoir si mouche il y a pour le, tu sais. Bon. Donc, c'est là que j'ai senti le besoin de comprendre parce on peut aussi apprendre sans comprendre. Et c'est là où est-ce que je voulais vraiment comprendre vraiment pourquoi. Et est-ce qu'il fallait que ça fasse du sens pour moi? Puis, c'est cette journée-là, encore là, je reviens au 4 décembre 2020 pour répondre à ta question, comment j'ai réagi. Ben oui, j'ai misé sur mon pouvoir d'agir, mais comment? Ben, ça a été en éduquant. Puis c'est pour ça qu'un très beau conseil que je donne aux gens, en fait, lorsque on reçoit un diagnostic, là, je parle de cancer, mais ça peut être toute autre situation dans la vie, hein, c'est de s'informer auprès de sources très fiables, ça c'est sûr, puis de poser des questions. Donc, c'est vraiment de s'informer et poser des questions. Alors, moi, j'ai commencé à faire ce que j'appelle mon doctorat accéléré en oncologie et c'est sûr que j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est une façon pour moi de reprendre un contrôle par le savoir parce que le savoir, c'est le pouvoir.
C'est vraiment, vraiment ça. Donc, je passais des nuits et des nuits à lire des études, OK? Ça avait aucun bon sens, que je trouvais sur des sources qui étaient super fiables parce que j'ai des gens, en fait, ben, ne serait-ce que mes médecins, ils m'ont donné aussi des plateformes parce qu'ils voyaient bien aussi que j'étais hyper intéressée puis j'avais besoin de fouiller, d'apprendre, de comprendre. Je me suis acheté un cartable au bureau, en gros, pour pas le nommer, avec des séparateurs, comme une rentrée scolaire. Je l'ai appelé le cartable guérison. Il y a plein de séparateurs où je mettais toutes mes étapes à l'intérieur. Donc, toutes les recherches sur la radiothérapie, toutes les recherches sur la chimio. J'étais le pire cauchemar du personnel soignant au point où est-ce que j'envoyais un ordre du jour à mes infirmières pivots pour être sûre que mes médecins puissent arriver, en fait, avec les réponses aux questions que je posais. Et c'est là où, au départ, là, je dis que j'étais le pire cauchemar parce que je fais plutôt une blague avec ça, mais en réalité, j'étais pas le pire cauchemar. Je me rends compte avec beaucoup de recul à quel point, puis surtout, une fois qu'on a passé la vague, on continue des fois à les voir pendant quelques années. Moi, je les vois encore, là, ces médecins traitants-là, à quel point ils ont apprécié, en fait, d'avoir une patiente qui n'était pas une patiente, qui était une participante. Ouais. Puis ça, là-dessus, je capitalise beaucoup là-dessus dans mes conférences, entre autres, comme tu disais en entrée du jeu, tu as été témoin. Moi, un de mes plus grands rêves, ça serait qu'on change le mot patient pour participant. Ça, là, j'en rêve. Pourquoi? Parce que pour vraiment s'engager dans nos traitements, pour faire partie de nos traitements conventionnels, parce que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Hein. Il faut quand même y aller dans ce qu'on a besoin de faire. Ben, on doit apprendre, comprendre, puis s'engager. Mais pour s'engager, en fait, on doit apprendre, comprendre. C'est comme un l'œuf ou la poule, hein. C'est tout le temps, c'est tout le temps ça. Mais pour moi, l'engagement d'un patient, c'est super important. Puis je me rends compte à quel point nos médecins, nos cliniciens, ils l'apprécient eux autres aussi, puis ils ont envie d'en donner plus, puis d'être hyper généreux. Puis même si j'arrivais avec mes listes de questions là incroyables, que maintenant dans mon livre, on en parlera de mon livre, mais j'ai mis à la disposition de tout le monde, puis qui ont été bonifiés par tout ce qui est, par le Centre d'excellence de partenariat patient, entre autres, toute l'équipe de l'Université de Montréal aussi ont travaillé sur ce livre-là. Ben, je trouve que la clé, c'est de questionner, d'arriver avec ses questions et non ses réponses, parce que les médecins sont des professionnels de la santé, mais nous aussi, en fait de la maladie, mais nous aussi, on peut être professionnels de la santé. Puis ça, je le répète de façon beaucoup plus claire, mais nos cliniciens sont spécialistes de la maladie, mais nous aussi, nous pouvons aussi être spécialistes de notre santé et prendre part active à notre processus de soins. Puis j'ai même été à la blague jusqu'à m'auto-nommer PDG de ma santé, là. Moi, je me souviens de ça m'avait marqué avec ton comité, puis justement ton cartable guérison, puis tes petites filières, puis tes dossiers, puis... Mais tu sais, j'entends beaucoup, c'est ça, de reprendre le pouvoir de se responsabiliser aussi sur certaines choses, d'être engagé dans la démarche. Puis il y a une question qui me vient en tête, puis je sais que tu en parles dans ton livre, puis oui, on va y arriver, mais ce serait quoi 2-3 questions dans ce genre de situation-là, quand on reçoit un diagnostic aussi, mon Dieu, transformateur dans la vie? Il y a peut-être des gens qui vont tomber en déni, il y a peut-être des gens qui vont être dans beaucoup d'émotions fortes au début, puis des fois, on sait même pas quelle question on devrait demander, parce qu'on reçoit la claque du diagnostic, on a parfois de la difficulté ou ça prend du temps à process, là, comme on dit. Quel genre de questions on peut se poser ou poser justement à nos professionnels de la santé pour être engagés justement dans notre démarche? Ben vraiment, tu sais, je pense que en fait la question numéro 1 vraiment à poser, puis là il va en décliner de quelques-unes là, c'est comprendre son diagnostic. Donc poser la question, en fait, je prends l'exemple d'un cancer du sein. Ok, combien de gens repartent en disant ils ont un cancer du sein, mais ils ne connaissent pas le stade, le grade ou le type de cancer. Puis ça, ben c'est des informations de base parce qu'il y a autant de protocoles qu'il y a de tous ces combinaisons-là, toutes mises ensemble, entre autres. Puis l'objectif, c'est sûr que quand on nous écoute là aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent qu'on doit tout avoir les mêmes réflexes que j'ai eu à l'époque parce que chaque histoire est unique, ça c'est la mienne. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin, dans leur propre casting, dans leur façon de s'autogérer, de vivre la vie, en fait, de ne pas s'impliquer nécessairement,
Puis même en fait compte, de ne même pas avoir ces informations-là, parce que pour eux, ça devient plus anxiogène de les connaître. Puis c'est correct aussi, hein? C'est vraiment correct aussi. Pour vraiment que on parte pas de là en pensant que ma façon de penser, elle est unique. Au contraire, elle est absolument inclusive de toutes ces réalités-là. Il y en a pour qui le déléguer à un tiers. Donc, il y en a qui veulent pas le savoir pantoute. Il y en a qui veulent que ce soit leur meilleur ami ou leur conjoint, en fait, ou conjointe qui s'en occupe. Puis ça, c'est bien correct aussi. Puis il y en a qui s'auto-responsabilisent puis qui deviennent comme moi des petits rats de laboratoire puis qui décident en fait de devenir des spécialistes dans la chose. Fait que ces 3 niveaux-là sont corrects. Fait il faut juste savoir que c'est ça, bien l'asseoir à ce niveau-là. Mais vraiment, la première question, c'est vraiment de comprendre vraiment quel est le diagnostic actuel. Donc, puis là, moi, je me dis que les chiffres, là, c'est des statistiques, OK? Puis là, des questions comme des taux de nanana, mes chances de n'importe. Moi, là, je me dis, il y a une question que tu demandes à la fin qui est quelle est ta phrase, là? Moi, c'est l'impossible n'existe pas, il suffit de le créer, là. Donc, fait que j'irais même pas là-dedans. Moi, c'est plus de comprendre qu'est-ce qu'on a actuellement et quelles sont les options. Et poser la question aussi, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, parce que des fois, on se limite par manque de temps à la première ligne qui est le standard, mais lorsqu'en tant que patient participant, on veut pousser ça plus loin, puis qu'on est capable de challenger nos équipes, ben des fois, on a accès à des études cliniques. Des fois, on dit, peut-être que... Puis, en médecine, présentement, surtout en oncologie, il y a 2 tendances que je vois qui sont assez dominantes, qui rentrent de plus en plus dans nos discussions. Quand je dis nos discussions, c'est que je suis souvent appelée à faire des conférences, ne serait-ce que dans des congrès d'oncologie, des journées de réflexion en oncologie, auprès de pharmaciens, auprès de professionnels de la santé. Puis c'est l'importance justement de ce partenariat patient-là et l'autre de la médecine personnalisée. C'est vraiment 2 grandes tendances, mais pour arriver justement autant au niveau du partenariat patient, il faut que le clinicien aussi laisse la place aux patients justement de questionner, puis aussi au savoir aussi d'autres patients qui, eux aussi, relaient leur expérience aux nouveaux patients. Mais pour la médecine personnalisée, ben, il faut aussi prendre le temps de comprendre et de comprendre ne serait-ce que le diagnostic de la personne, mais aussi qui elle est la personne, puis jusqu'à où elle est prête à aller aussi, et pour être en mesure de trouver le meilleur protocole de soins qui convient à la personne et qui est juste pour elle. Donc, en gros, c'est vraiment ce réflexe-là de comprendre qu'est-ce qu'on est, dans le fond, qu'est-ce qu'on a plutôt, puis aussi de comprendre les options. Puis la 3e question, c'est faut vraiment avoir le réflexe de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui se cachent, donc qui pourraient être accessibles ailleurs. Donc, c'est vraiment, je dirais ces 3-là. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis c'est 3 questions qu'on peut appliquer dans différentes sphères de vie, avec différentes maladies, différents diagnostics. Fait que c'est vraiment clair puis intéressant de se poser ça, c'est sûr. C'est quoi certaines des modalités peut-être moins conventionnelles que tu as faites pendant ton processus de guérison? Ben moi, j'ai tout essayé, ou presque, là. En fait, puis pas parce que j'avais envie d'être un cobaye pour le Québec en entier, 0. Revenons à ma motivation initiale. Moi, je voulais vivre et bien vivre, OK? Et je me suis dit, si les solutions ne sont pas ici, je vais les trouver, OK? Et, ben, en fait, juste une petite étape, un petit step derrière, dans le fond, ce qui a allumé cette envie-là de se dire, il y a peut-être des solutions ailleurs. Ben, premièrement, moi, je suis une grande curieuse dans la vie, hein. Puis, ça fait que ça, c'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de moi. Et mes parents, justement, c'est des immigrants portugais. J'ai toujours eu une conscience d'un ailleurs. J'ai toujours su qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui faisaient des choses de façon différente et que c'était bien correct. Et aussi que chez nous, c'est l'ailleurs de quelqu'un d'autre, puis que ta vérité n'est pas nécessairement la vérité. OK? Fait que ça, c'est des choses comme ça qui, à l'intérieur de moi, sont très présentes. Et lorsque, justement, j'ai eu tous les effets secondaires, ben, je me suis dit puis lorsque j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des solutions? Ben, souvent, la réponse se limitait à ou non. Je vais donner un exemple pour je trouve qui fonctionne aussi super bien sur des choses qui sont peut-être moins communes.
En cancer du sein, la chimiothérapie de première ligne cause de l'alopécie, soit la perte de cheveux. Puis, lorsque j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Ben, cette médecin-là, qui est super extraordinaire et je n'ai que de bons mots sur son expertise, en fait, et m'a dit non, il n'y a absolument pas de solution pour la perte de cheveux. Or, depuis près de 30 ans en Europe, ils utilisent une technique de castre réfrigérant qui permet, en fait, de préserver ses cheveux malgré la chimiothérapie. Et ça fait longtemps, en fait, que c'est accessible au Québec parce qu'il y a même des hôpitaux, en fait, que via leur fondation, on l'a offert. Mais ça, c'est une autre histoire parce qu'ils n'appliquent pas le protocole. Fait que les résultats sont un petit peu moins bons. Mais depuis même 2010, pas 2010, pardon, 2020, il y a une entreprise au Canada qui est basée en Ontario qui permet une location de casque, en fait. Donc, tout le Québec peut accéder à ça, comme moi. Donc, moi, j'ai contacté cette entreprise-là. En fait, j'ai loué mon propre casque et j'ai pu en fait, défier toutes les attentes de tous mes cliniciens qui n'arrêtaient pas de me dire, ben non, ça fonctionne pas. J'ai entendu dire que ça fonctionne pas. J'ai entendu dire que ça fonctionne pas. Mais depuis mon passage, entre autres, dans les médias, ben, je suis super fière parce qu'on a une communauté, quand même un organisme à but non lucratif qui s'appelle Garde tes cheveux. Donc, vous pouvez même aller voir le site de gardetecheveux.org, là, qui c'est 100% à but non lucratif, qui a pour mission, justement, d'informer les patients pour que plus jamais ils se fassent dire par leurs cliniciens au Québec, il n'y a pas de solution, madame, vous allez perdre vos cheveux. Parce que ça, c'est pas correct parce que pour faire une décision éclairée, on doit connaître toutes nos options. Puis, ça, c'est fou. Mais il y a vraiment 8% des femmes qui refusent la chimiothérapie de peur de perdre leurs cheveux. C'est fou, hein? Ouais. Fait que ça, c'est genre d'une petite innovation que... Puis clairement, on me voit pas à l'écran, on entend la voix, mais tu peux témoigner de ma chevelure. Oui. Et cette chevelure, elle est vraie, elle est toute saine, elle est là, puis c'est parfait. Puis il y a des centaines d'autres personnes de Rimouski. On a formé l'hôpital de Rimouski avec la fondation Garde tes cheveux, la Nodière, du monde de partout qui ont fait usage en compte. Donc c'est accessible. Ça, c'en est un exemple. Sinon, j'ai lu en fait un livre qui s'appelle Rémission radicale que j'ai adoré, qui est une PhD qui a écrit ce livre-là, qui analyse 1000 cas de gens qui ont défié toute attente. Toute attente. Parce qu'on a des lunettes, nous autres. L'humain a des lunettes, en fait, de se pencher sur la maladie, sur les gens qui ne vont pas bien. Mais elle s'est dit, avec tout son côté rationnel, et si je prenais 1000 cas de rémission qu'on pourrait qualifier de radicales, dans le fond, qui ont défié toute attente, puis que je me mette à analyser, en fait, qu'est-ce que ces gens-là font tout de bien? Puis peut-être qu'ils ont des choses en commun, puis qu'on pourrait peut-être en tirer. Donc moi, ma rationnelle, en fait, a été beaucoup de lire ce livre-là parce que quelqu'un me l'avait recommandé. Puis tu sais, c'est vrai que les livres peuvent changer les vies, hein. Puis ça, c'en est un qui a changé ma vie. Puis j'ai pris justement ces 10 choses-là, ces 10 piliers, puis il y a des choses aussi simples comme l'exercice physique, les suppléments, changer son alimentation. En fait, c'est la base de la médecine, de toute la vision intégrative, là, tu sais. C'est là. Mais quand même, cultiver des relations saines, entre autres. Puis j'ai décidé de les appliquer. Fait que ça pour dire que je peux pas dire que j'ai tout essayé, mais j'ai intégré l'acupuncture, tous les soins énergétiques. J'ai drastiquement changé mon alimentation, mais drastiquement. Mais ça, pas parce que je l'ai lu juste dans un livre, parce que j'ai été conseillée par une nutritionniste, conseillée par une naturopathe spécialisée vraiment en oncologie exceptionnelle. J'ai été accompagnée dans ces démarches-là. Je me suis acheté des skis de fond la veille de commencer ma chimio. J'avais jamais fait de ski de fond de ma vie. J'ai jamais autant bougé que depuis que j'ai commencé justement cette chimiothérapie. Et ça, là-dessus, je l'ai fait, en fait, instinctivement à l'époque, mais de plus en plus, je lis sur l'impact de l'activité physique avant, pendant, puis après les traitements, à quel point ça a un impact extraordinaire. On pense à l'Australie où les plans de traitement des oncologues intègrent l'activité physique. C'est extraordinaire, tu sais. Mm-hmm. Et les travaux, ne serait-ce que d'Isabelle Dubé, qui est une chercheure à l'Université de Montréal, sont extraordinaires là-dessus, sur l'impact de l'activité physique durant nos traitements. Quoi d'autre? Puis, tu sais, je parle de soins énergétiques, entre autres, tu sais. Les soins énergétiques, ici, on trouve ça drôle des fois, mais ne serait-ce qu'aux États-Unis, c'est implanté dans plus de 1000 hôpitaux américains, là, où est-ce que tu as le chirurgien qui est là, fait sa chirurgie, puis tu as l'énergéticien qui travaille en équipe avec... j'ai nommé l'acupuncteur tout à l'heure, l'acupuncture plutôt, mais
c'est pas rare qu'en Europe, en France, dans des grands hôpitaux, là, on parle de centres universitaires, il y a un médecin qui a la double formation et qui est aussi acupuncteur. Donc, tu vas le voir pour ton rendez-vous, puis il va aussi te mettre des aiguilles sur ta chaise de chimio, là. Ici, on a un clivage, on a vraiment cette séparation-là, puis il y a 85% en fait des patients qui ont peur, juste ne serait-ce d'engager une conversation avec leur clinicien, de peur de se faire juger. Puis je trouve que c'est là le problème. Puis ne serait-ce qu'utiliser le mot aussi soins alternatifs, on l'a pas utilisé, on a toujours appelé ça soins complémentaires ou depuis le début de notre conversation, mais ça, je trouve ça beau aussi parce que soins alternatifs suggère de faire un choix, tandis que c'est pas un choix, c'est un et l'autre. Et c'est pas un ou l'autre, entre autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en tout cas, j'ai fait tellement d'affaires là que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau parce que je peux pas dire qu'est-ce qui a fonctionné. Donc, moi, je ne vends rien. Je ne suis pas une patte de ce monde. Je veux dire, je ne suis pas une thérapeute. Je n'ai rien à vendre. Je suis une patiente, en fait, qui s'est pris en charge puis qui peut témoigner que ça peut aussi bien aller. Tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment ça quand on est capable d'intégrer toutes sortes de trucs qui ont fait leur preuve. Hein. Puis c'est pas parce que il y a quelque chose qui n'est pas régi par un ordre ou qui n'est pas nécessairement structuré au sens du processus de soins conventionnel qui fait pas du bien. Puis il y a un côté aussi qui peut faire du bien, ne serait-ce que psychologiquement, lorsqu'on est plus sain d'esprit, ben c'est sûr qu'on est plus heureux d'aller se présenter en traitement aussi. Oui. Puis on est plus engagé lorsqu'on se sent plus équilibré aussi. Fait que, mais je sais pas si tu as des questions sur un soin précis, ça va me faire plaisir. Ouais, mais c'est sûr que ça me parle, c'est de la façon que je coach. Tu sais, moi, j'aide les gens avec leurs habitudes de santé, justement, avec tous les piliers de la santé. Fait que je fais autant du Reiki que des programmes d'entraînement musculation, que de travailler relation avec la nourriture, que le sommeil, fait que ça va ensemble, puis c'est tant mieux si on n'est pas capable d'identifier une petite chose qui fonctionne. Non. C'est la beauté de la santé holistique, de la santé intégrative, c'est que tout ensemble peut travailler en harmonie pour que on se sente bien, qu'on soit en santé ou qu'on ait un diagnostic, tu sais. Oui, puis c'est beaucoup ça que je prône. Je prône se créer des ponts. Oui, le patient participant, mais se créer des ponts. Moi, je rêve aussi qu'il y ait un dialogue plus ouvert entre ces professionnels de la santé, tous ces thérapeutes-là. Puis c'est pour ça qu'en entrée de jeu, on parlait du sommet de la santé intégrative qui avait lieu à Saint-Hyacinthe, parce que ça, je trouvais que c'était moi, des fois, j'avais des larmes aux yeux parce que j'avais cette émotion-là qui me venait, que je me disais, mon Dieu, ils regardent tous vers la même direction, puis ils travaillent ensemble, même si... Puis j'ai parlé à plein de gens qui sont venus voir parce que j'étais là à côté de mes livres et tout. Puis ô combien de médecins, en fait, achètent mon livre pour le mettre à disposition de leurs patients ou ne serait-ce que pour eux bonifier leur pratique. Puis ça, je trouve ça beau. Parce que ce que je trouve beau, c'est la curiosité. Puis souvent, ce que je leur propose quand je fais des conférences, dans le fond, dans le milieu médical, c'est de dire des fois, ne dites pas que c'est pas bon. Dites juste que vous ne connaissez pas ça. Puis dirigez les gens vers des professionnels qui, eux, connaissent ça. Pas sur Google, pas n'importe où. Non. Vers des gens, des professionnels qui sont qualifiés, certifiés. Puis c'est pour ça que dans mon livre aussi, je mets beaucoup de ressources certifiées, en fait, et qualifiées aussi pour que les gens puissent se renseigner d'eux-mêmes, là, puis tout ça. Parce que en gros, quand j'ai reçu ce diagnostic-là, je l'ai fait par moi-même, mais j'ai aussi une conscience du privilège que j'ai d'être en mesure de lire dans les deux langues, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont juste en anglais. Ouais. Je suis consciente aussi du privilège aussi que j'ai une énergie, en fait, depuis toujours, ceux qui me connaissent depuis bientôt 42 ans savent que je suis capable de déplacer des montagnes. Puis j'ai eu la chance d'écrire un premier livre qui a été un succès aussi dans une grosse maison d'édition. Donc, j'avais une porte d'entrée dans une maison d'édition aussi. Puis, je suis quelqu'un qui a pas peur de demander, puis qui s'est fait ami, en fait, par la force des choses, à force de poser tellement de questions avec, justement, ces professionnels-là. Ben, amis, je vais pas souper avec eux autres, on s'entend, mais je veux dire, vous comprenez qu'on a juste développé une relation professionnelle. C'est ça, exactement. Puis, qui ont surtout eu envie de m'aider dans ce grand projet d'envergure-là. Puis c'est là où, à la fin de mes traitements, dans le fond, dans ma dernière année de traitement, ben je me dis, je peux pas avoir gardé toutes ces recherches-là. Puis moi, mon cerveau est très documenté. C'est pour ça que j'aimais le livre de la PhD de Kelly Turner, Rémission radicale, parce qu'elle a des notes bibliographiques extraordinaires dans son livre. Tout est soutenu par des études. C'est pas
C'est pas j'ai entendu dire que, il paraît-il que. Non, non, c'est vraiment documenté et certifié. Et moi, mon cerveau, il est comme ça. Donc, j'aime les faits, j'aime quand c'est concis, j'aime quand on va droit au but. Je veux savoir, en fait, les pour, les contre de façon objective. Puis, je savais que j'avais ces capacités-là de le faire. Puis, s'il y a bien une folle au Québec qui peut bien le faire, c'était moi. Puis, un peu, dans la vie, on a toujours deux choix. C'est soit qu'on chiale ou on fait partie de la solution. Et lorsque j'ai reçu mon diagnostic le 4 décembre, j'aurais pu chialer puis dire, ben, j'ai pas été prise en charge, j'ai eu mon diagnostic en une demi-heure, je suis repartie avec des dépliants. Mais ça m'était resté en tête quand d'entrée de jeu, je t'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est ça. J'avais pas eu envie d'écrire un livre tout de suite, là. J'étais pas là. Moi, je voulais juste prendre soin de moi puis passer à travers tout ça. Mais force est d'admettre qu'à la fin, lorsque j'étais presque sur le bord de finir mes traitements, ben, j'ai senti cet appel-là de dire, ben, je vais transformer ça en ce cadeau-là, en fait, puis c'est pour ça que j'appelle le titre Un cancer en cadeau, dans le fond. Puis il a fait couler beaucoup d'encre. Puis c'est pas un coup marketing, là. C'est un titre qui est très significatif pour moi. Parce qu'un cancer, c'est pas un cadeau. Lorsqu'on ouvre la première page, on lit tout de suite. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas un cadeau, ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Ouais. Donc, au fil de ce parcours-là, on tire des apprentissages, on rencontre des gens qui, eux, dans le fond, deviennent des cadeaux. Ces apprentissages-là, pour moi, au quotidien, sont des cadeaux. Puis, ben moi, j'ai eu envie de transmettre cette expérience en cadeau. Parce qu'on sait quand c'est clairement une dévotion, là, je veux dire, comme écrire un livre, on le fait pas, c'est pas à but lucratif, loin de là, c'est pas du tout ça. J'ai déjà un métier, j'ai tout ça, j'avais envie de partager cette chose. Puis c'est pour ça que j'ai mis ton autant livre, il est d'énergie. épais, il y a du stock dedans, Non, mais écoute, il y a quelque chose. 634 pages à l'intérieur. C'est l'outil, en fait, le plus complet. Puis, je suis super fière parce qu'il est vraiment encore... En fait, c'est le livre le plus vendu en oncologie sur Amazon. Puis moi, je suis pas une PhD, là. Je suis qu'une seule humaine, citoyenne, qui a eu envie de partager le tout puis de rassembler. En fait, j'ai vécu, j'ai appris, j'ai compris, j'ai consolidé et je transmets. Puis, c'est pas juste mon expérience là-dedans, parce que oui, le début du livre, c'est mon parcours, mais mon parcours, il est pas juste... ça se lit comme un roman, là, puis je meurs pas à la fin. Fait que c'est le fun. Fait que ça se lit comme un roman, mais il sert à quelque chose. Parce que, exemple, quand je parle de mon expérience en biopsie, je parle au jeu, le début, mais je vais faire voir page 200, je sais pas, non. Puis là, les gens peuvent se référer. Et là, c'est Dr. Christophe Cloutier-Lambert, qui est une sommité qui va expliquer, en fait, ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait une biopsie. Puis il va rajouter le côté humain qu'ils n'ont pas le temps de dire non plus en cabinet. Puis la deuxième partie du livre, c'est vraiment, en fait, ça décortique tout ce qu'on a besoin de savoir pour passer à travers toutes sortes de diagnostics de cancer, parce que c'est pas juste un cancer du sein, là, c'est vraiment pour tous les types de cancers. Puis la troisième partie, qui est ma partie bonbon, c'est vraiment ce que toi puis moi, on aime beaucoup. C'est tout ce qui contribue justement à ces piliers de la santé, puis qui permettent de passer à travers tout ça avec bonheur, douceur, vitalité. Puis il y a plein d'affaires là-dedans qui ne coûtent rien, $0. Plein d'affaires qui coûtent rien. Parce qu'il y a souvent un mythe, peut-être que vous entendez, que vous m'entendez dans vos oreilles, puis vous vous dites, ben oui, on sait bien, elle s'est toute payée ça. C'est pas vrai. Non. Prenez juste le temps de lire tout ça, puis vous allez vous rendre compte à quel point le trois quarts des choses, en fait, ne coûtent rien. J'ai écouté ton épisode sur la résilience, où est-ce que tu parles de la cohérence cardiaque, entre autres. La puissance de la cohérence cardiaque, ça coûte rien. Il s'agit juste de savoir que ça existe, tu sais. Exact. Je parlais d'entrée de jeu tout à l'heure de l'acupuncture. Ben, la Fondation québécoise du cancer offre l'acupuncture presque gratuitement. Il s'agit juste de savoir les bénéfices pour être en mesure d'aller vers ça puis de trouver des ressources, entre autres, qui peuvent nous accompagner là-dedans. Là. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est un livre vraiment fascinant. Félicitations d'ailleurs pour tout ce succès-là. Bien. Fait que comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois avouer que là, ça fait 1 an que ce livre-là est sorti. OK? Ça fait 1 an qu'il a fait que j'ai embarqué dans un tsunami, en fait. Ça a été un gros 3 ans.
dans le fond, 2 ans de traitement, cette année-là d'aventure avec le livre. Moi, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Donc, vraiment, ça, j'adore le dire. Puis, c'est important les mots. Hein? J'aurais pu dire je suis en rémission, mais non, j'ai envie de reprendre ce pouvoir-là en me disant je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Puis, je salue le docteur Israël Fortin qui a été le premier à oser me le dire. C'est un homme que j'apprécie énormément, qui contribue d'ailleurs au livre. Et ça, je l'ai pas nommé, là, mais dans le livre, il y a j'ai rassemblé plus de 100 médecins spécialistes puis chercheurs. Hein? Wow. Fait que juste ça, c'est quand je dis j'ai pas eu peur de demander. Puis ce qui est beau là-dedans, puis pourquoi j'en parle de cette quantité d'humains-là, en fait, il y en a 107 exactement selon mon tableau Excel. Ben, il y en a pas un, il y en a pas un là-dedans qui a pas eu envie de prendre part à l'aventure. Puis pour eux, ils avaient envie de s'exprimer. Puis il y a plein de médecins, puis plein de cliniciens qui osent pratiquer aussi différemment. Puis j'ai eu envie de les mettre aussi en lumière, tu sais. Pas juste les médecins. Puis il y en a plein aussi qui pratiquent de façon super traditionnelle. Puis là, ce que je trouve beau, puis qui sont dans le livre, parce que c'est les experts incontestés dans cette affaire-là. Fait que, ils sont dans le livre. Puis ce que je trouve beau, c'est que même dans certains cas, puis je nommerai pas de nom, ceux qui nous écoutent, ben ils sont venus en disant, hey, même si c'est des sommités, ils ont dit, j'ai appris plein d'affaires, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Puis ça, j'ai trouvé cette humilité-là magnifique. Pour répondre à ta question, je suis dans un feu roulant. Les conférences vont super bien. Je dois me reconnecter à ma propre médecine, c'est-à-dire qu'il faut que je continue, en fait, à avoir cette conscience-là de prendre soin de moi puis de revenir à moi, en fait. Ce qui est difficile quand on essaie beaucoup de vouloir aider les autres, ben des fois on s'oublie là-dedans. Puis moi, ben j'ai décidé d'aider le plus grand nombre. Des fois, on essaie d'aider comme une personne, puis c'est déjà essoufflant. Moi, j'ai préparé d'essayer par ces moyens de communication, que ce soit les conférences ou le livre, d'aider le plus grand nombre. Ouais. Mais ça vient quand même avec une charge. Donc, il faut vraiment que je dorme, que je prenne du temps. Vraiment, je me parle à moi-même maintenant. Le sommeil, hein, un pilier de la santé, des fois, qu'on sous-estime ou qu'on néglige. Ben, écoute, je me trouve tellement drôle, tu sais, parce que, ben, pas drôle en même temps. Puis, des fois, j'avais cette conscience-là de revenir à moi pendant que j'écrivais le livre. Puis, je me dis, mais je suis là complètement une joke. J'écris un chapitre sur la pertinence, en fait, sur l'importance du dodo, mais il est 2h du matin. Fait que j'ai le nez plongé dans le livre « Pourquoi nous dormons » de Mathieu, j'oublie son nom de famille, qui est d'ailleurs un super bon livre, OK? J'étais là, je lisais le livre pour retrouver mes notes, j'écrivais. Puis là, je regarde ma montre, je suis comme, ben non, il est 2h du matin, j'ai vraiment l'air de... Tu sais, je suis cordonnier mal chaussé, comme on dit. Ben oui, exactement. Mais je me promets, en fait, que 2024 sera plus posé, en fait. Plus stable et plus posé, vraiment. Ben, tant mieux. On s'en parle en 2025. C'est ça. Mais, tu sais, la santé va bien, t'es guérie jusqu'à preuve du contraire. Fait que je pense que tant que ça, c'est là, mais wow, tu sais, quelle belle vraiment, tu sais. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, je suis heureuse, mais comme plein de gens qui vont nous écouter, en fait, qui ont passé à travers un parcours de cancer ou peut-être d'autres maladies ou n'importe quoi, en fait, qui a menacé leur vie, ben je peux pas dire que je sable le champagne puis je passe à d'autres choses, là. On a toujours cette épée Damoclès sur la tête. Puis je fais toujours attention, même si je suis fière de dire que je suis guérie jusqu'à preuve du contraire, je le sais que la vie est fragile puis que demain, ou par le temps que cet épisode-là va être diffusé, peut-être que j'aurai une récidive. Mais la seule chose que je sais, c'est que maintenant, je sais naviguer dans la tempête, puis j'ai les outils pour être en mesure de naviguer. Je connais pas la finalité, puis un cancer peut être, oui, un cadeau. Malgré la finalité, j'ai des copines qui, malheureusement, j'en ai une aux soins palliatifs que j'estime beaucoup, Gabrielle, j'en ai qui sont décédées. J'en ai une qui est en stade 4 aussi, qui est très proche de moi. Puis malgré tout, au fil de ce parcours-là, au quotidien, elles me lèguent des cadeaux et elles reconnaissent des cadeaux. Puis moi, dans mon cas, un des plus beaux cadeaux, en fait, c'est celui... Moi, j'ai plus peur depuis que j'ai connu la peur quand même au quotidien. Puis lorsque je suis beaucoup moins stressée aussi
qu'avant au quotidien, parce qu'il y a quelque chose qu'on relativise sur notre vie, en fait. Hein? Moi, avant, je recevais un courriel au bureau, où j'étais en retard à une rencontre, puis j'étais comme Là, je me pose toujours la question, est-ce que ma vie est en danger? Oui, non, c'est correct. Ça peut bien aller, hein? Ça peut bien aller. Fait que c'est vraiment ça. J'apprends à vivre avec cette nouvelle réalité. C'est vraiment ça. Puis j'invite les gens aussi qui écoutent et qui passent à travers ce parcours-là, même s'ils se déguisent en Wonder Woman puis en Superman durant leur parcours, ben ça se peut qu'il y ait des moments où est-ce qu'ils se sentent pas bien, puis c'est bien correct aussi. Puis ça se peut aussi que l'après-cancer, ils trouvent ça plus difficile qu'ils pensaient. Puis c'est bien correct aussi. Puis c'est des moments où l'entourage ne comprend pas nécessairement le post-trauma, puis c'est bien correct aussi. Fait que je les invite à avoir beaucoup de bienveillance envers eux, puis de prendre le temps. C'est vraiment ça. Ouais, d'accueillir, prendre le temps, s'entourer, encore une fois, des ressources des gens, sur qui on peut compter dans ces moments-là. Là. C'est super inspirant ton parcours, Sophie. Ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies partagé ça avec nous aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens là, dans la description du podcast, mais rapidement, si les gens veulent se procurer ton livre ou tes livres, s'il y a des parents, on n'a pas parlé de voyage, c'est une autre passion qu'on a les deux ensemble. J'adore que tu voyages avec tes enfants, ça me parle fois mille. Mais c'est ça, au-delà de ce qu'on a jasé aujourd'hui, où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, te suivre, te recevoir en conférence éventuellement? Ben moi, j'ai des agents qui sont extraordinaires. C'est ADN conférencier qui me représente, mais moi, j'aime ça les contacts humains. Fait que j'arrive pas pour me contacter sur LinkedIn. Souvent sur LinkedIn, c'est sur Sophie Reyes, c'est là où j'aime bien en fait être en mesure de pouvoir converser. Sinon, toutes les plateformes sociales de Un cancer en cadeau, c'est-à-dire autant sur Facebook, autant sur Instagram, puis j'en ai pas parlé en fait, mais lorsque j'ai eu mon diagnostic, j'ai tellement eu besoin de m'accrocher à des histoires qui allaient bien. Puis c'est ce que j'ai eu envie en fait, en toute transparence, de documenter mon parcours. Donc si vous allez sur Instagram, partez d'en bas complètement du feed, là, puis remontez-le. Partez d'en bas puis remontez là, vous allez pouvoir voir en image tout ce qu'on vient de se raconter là et bien plus parce que j'en ai fait un journal intime. Et que ça, c'est vraiment super le fun. Oui, puis ceux qui aimeraient se procurer, dans le fond, mon tout nouveau bébé, c'est le Guide des parents voyageurs. C'est la réédition de mon premier livre qui a été lancé en 2018, qui est depuis un best-seller dans la francophonie. Donc, si vous avez des enfants, particulièrement, je vous dirais, enceintes jusqu'à 6 ans, mais le livre est bon de 0 à 12 ans parce qu'on s'entend que le chapitre sur la plongée sous-marine en famille, on le fait pas avant 6 ans, là. Fait que il va vivre dans le temps. Mais donc, oui, en fait, vous procurez tous mes livres, dans le fond, à travers le Canada, à travers, en fait, la grande francophonie. Le dernier livre, le Guide des parents voyageurs, voyage qu'en Europe dans pas long, mais la date de commercialisation en Europe, on le sait pas. Mais chose certaine, la version numérique et audio avec ma voix. Donc, c'est moi qui fait la voix de mes livres en tant que comédienne. Donc, vous allez pouvoir, ça, c'est disponible partout dans toutes les plateformes d'écoute, là, Audible, les compagnies, Amazon, en tout cas, vous avez tout ça, là. Toute ça, la patente. Mais ben oui, mais je pense que tu vas mettre les références en show notes. Sinon, sophiereyes.com, tous les liens sont là. Excellent. Puis effectivement, moi, je t'avais contacté sur LinkedIn, tu m'avais répondu super vite. J'étais comme, mon Dieu, genre merci, tu sais, c'est... Ben, je suis super dépendante. Mais c'est vrai quand même, je suis assez active, ça c'est sûr. Puis en fait, je fais, tu sais, on en a parlé à quel point qu'un de mes cadeaux, c'est cette gestion de stress, hein. Fait que mon nouveau sujet de prédilection dans la vie, c'est pourquoi je deviens maintenant un rat de laboratoire aussi, c'est sur le stress, sur cette notion-là d'apprivoiser le stress. Donc, j'ai une super conférence qui s'appelle Le stress, apprendre, comprendre et s'outiller pour agir. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'aime faire aussi. Donc, ça, je lance ça dans l'univers également, mais toutes les infos sont sur mon site. Ouais, génial. Ben, merci encore, Sophie. J'apprécie vraiment ta présence sur le podcast. Et comme tu le sais, j'ai une dernière question à te poser. Oui? Tu l'as déjà dit, tu peux répéter la même ou tu peux en trouver une autre qui te parle. Mais c'est ça. Finissons cette belle conversation ensemble avec ta citation préférée. Ben moi, en fait, quand je travaillais en grande entreprise, j'avais vraiment un grand canevas blanc que j'avais acheté chez Homer de Serre, puis j'avais écrit dessus à la main, dans le fond,
l'impossible n'existe pas, il suffit de le créer. Puis je n'ai jamais su qui était la source de cette citation-là. Je sais même pas si c'est moi à l'époque, mais je veux pas me prendre le crédit sur quelque chose, mais j'ai aucune idée. Mais ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je sais que Mark Twain avait fait une citation qui était semblable, qui était quelque chose du genre je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. C'est ça, et ça, puis je sais pas si je le cite correctement, mais je trouve que ces deux citations qui sont similaires, je t'en donne une deuxième, si jamais, vu que j'ai déjà utilisé la première. Mais ça, cette notion-là, tu sais, puis c'est aussi valide pour ceux qui ont des fatalités, ben, des diagnostics qu'on pourrait associer à des fatalités ou n'importe quoi. Je me dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir dans tout, tu sais. Puis même par rapport à la santé mentale, quand on va pas très bien, ben tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis vraiment, le côté rien n'est impossible, moi, ça me parle beaucoup. Beaucoup. Et tu le partages bien, ça rayonne de toi, cette énergie-là positive. Fait que j'invite vraiment les gens à se procurer tes livres, à te suivre. On va te suivre dans tes plein de projets. Puis dans ces projets-là, on va mettre du repos aussi. C'est ce que je te souhaite, moi, personnellement. En tant que coach en santé, va te coucher, comme on dit. Bon, non, faut que j'aille me coucher. Sérieusement, il faut que je me couche. C'est vraiment ça. Je prends ton coaching, je le mets dans mon cœur, puis oui. Mais vraiment, de l'équilibre. Puis là, j'ai donné beaucoup. J'ai envie je suis dans le temps des récoltes. Ouais, les récoltes, puis de te donner à toi aussi, tu sais. Oui, exactement. Génial. Vraiment. Ben c'est ce qu'on te souhaite. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Sophie. À bientôt!